Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Merci d'être là. Bon vendredi et je vous le demande si c'est possible de partager le podcast. Ça ferait bien notre affaire. Et aujourd'hui, comme à l'habitude, le vendredi, ça sera un méli-mélo de sujets. Il y en a eu des sujets cette semaine qui méritent notre attention ce vendredi. Je vous en propose 7 aujourd'hui, 7 sujets. Je débute avec l'éléphant dans la pièce. Quelle date sommes-nous? On est le 15 octobre. Et c'est une date importante parce que ça devait marquer la date butoir pour les employés de la santé de se faire vacciner. Sinon, ils étaient mis en sans solde, donc quittaient le réseau de la santé. Puis on sait ce qui est arrivé. Le gouvernement s'est effondré devant donc la catastrophe appréhendée. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'avait pas planifié un plan B. Quand on lançait l'ultimatum puis le bluff, puis la menace qui s'est avérée nulle, mais quand ils ont lancé ça, ils n'avaient pas pensé à leur affaire. Il n'y avait pas de plan. Il n'y avait pas le plan de contingence en disant « OK, mais si nous en manque beaucoup de monde, on fait quoi? » Pas plus qui, à mon sens, ont un plan aujourd'hui quand ils nous ont annoncé que la date était repoussée dans 30 jours. Si dans 30 jours, on a encore 14 000 personnes de pas vaccinées dans le réseau de la santé, on va aller de l'avant et on va mettre le réseau à mal? Bien sûr que non. Donc, c'est une triste journée parce que on pourrait dire qu'aujourd'hui, le rapport de force, l'autorité morale a changé de côté. Il est maintenant dans les mains des travailleurs de la santé, des syndiqués, des syndicats. Et on a vu donc une menace inutile qui perd de son mordant, qui perd donc du mordant pour les prochains 30 jours. Et comme je le disais, c'est un transfert de pouvoir aux syndiqués. Parce que le message qu'on lance, c'est que si vous êtes en nombre suffisant, vous allez faire reculer le gouvernement. Ça, c'est un petit peu lorsque les producteurs de porc bloquent une route pour revendiquer quelque chose. Si le gouvernement leur donne raison, le message qu'ils reçoivent, c'est que pour avoir ce qu'on veut, il faut bloquer des routes. Le message qui a été lancé, c'est si vous êtes en nombre suffisant, on va reculer. Parce que dans le fond, vous détenez la clé du réseau. Si vous décidez, en nombre de 14 000, de ne pas vous faire vacciner, vous avez la clé du réseau, puis c'est vous autres qui allez mener. Si au 12 octobre, il y avait 14 000 personnes de ne pas vaccinées, puis qui étaient prêtes, ces personnes étaient prêtes à faire face à un genre de congédiement ou une suspension sans solde à 3 jours d'échéance. Pensez-vous que les 30 prochains jours vont faire changer quelque chose? Alors que là, ils savent que le gouvernement est fragile, que le ministre a perdu parole, a perdu la face. Bien sûr que non. Alors, ça ne sera pas en nombre suffisant pour vraiment influencer la cohorte de gens qui maintenant détiennent la balance du pouvoir dans le réseau de la santé. En plus, sur le fond, l'argument du ministre, c'est dangereux si vous n'êtes pas vacciné. Là, il n'est pas en train de dire aux Québécois, je vous mets dans une situation dangereuse dans les hôpitaux pendant 30 jours. Non, parce qu'il dit, je vais faire des tests. Il est en train de donner aussi une partie de la solution, c'est qu'il y aurait un plan B. Si vous n'êtes pas vacciné, je peux vivre avec les tests. Surtout que les arguments inverses, c'est de dire, quelqu'un qui se fait tester, on le sait qu'il ne l'a pas. Quelqu'un qui s'est fait vacciner, ça se peut qu'il n'y ait pas de symptômes, puis il l'ait, puis il la transmette. Fait que dans le fond, peut-être que quelqu'un pas vacciné a encore une meilleure protection à cause du test PCR. Bon, c'est un argument qui, à mon sens, ne tient pas, mais c'est un argument qui est avancé quand même. Le gouvernement s'est placé en faisant ce qu'il a fait, en faisant dire au ministre quelque chose et son contraire en 24 heures. Évidemment, la décision vient du bureau du premier ministre, là. On va s'entendre, parce que ça se peut pas là, que l'ensemble du réseau, on a su ça dans la journée de mercredi ou dans la journée du mardi à minuit le soir, que le réseau était pour s'effondrer si on mettait 14 000 personnes à pied. Là. Ça ne tient pas la route, cette affaire-là. Donc, on s'est placé dans une situation où on a affaibli le pouvoir de force du ministre. Pourtant, cette crédibilité et ce pouvoir-là, puis dans le fond, je dirais la menace qu'il détient, disant, écoute, j'ai des outils, puis je n'ai pas peur de les utiliser, il vient de tout perdre ça. Et ça va être d'autant plus grave quand va venir le temps de dire au PDG des 6,
je veux que tu changes ta façon de fonctionner, je veux que telle affaire arrive, tous les gestionnaires vont dire quand est-ce qu'il va changer d'idée, quand est-ce qu'il va me laisser tomber, quand est-ce qu'il va reculer. Et ça rend un ministre excessivement faible quand les fonctionnaires se demandent toujours quand est-ce qu'il va me poignarder. Ce qui vient le sauver un peu, c'est que les ordres professionnels liés à la santé embarquent avec le gouvernement en disant non seulement, bon, vous ne serez plus payé dans le réseau, puis là, l'infirmière, par exemple, elle dit, moi, je ne veux plus travailler dans le réseau, je vais aller dans le privé, je vais aller ailleurs, je suis encore membre de l'ordre des infirmières. Il y avait un plan B pour certaines ou certains. Et là, les ordres disent, non. Nous autres, on est prêts à suspendre le permis. Je veux prendre une minute pour parler des ordres. Moi, je suis membre d'un ordre professionnel. C'est un régime au Québec qui est régi par l'Office des professions du Québec. Il y a différents ordres. Les ordres, ce n'est pas des syndicats. Là. Des ordres, là, c'est des organisations qui encadrent la pratique, que ce soit les ingénieurs, les avocats, les comptables, les médecins, les infirmières. Il y en a plusieurs professions. Ça encadre donc la profession, les professionnels, puis c'est pour ça qu'on utilise le mot des professionnels. Et on les encadre avec une seule mission en tête, un seul objectif en tête, c'est de protéger le public. Tout le public. De protéger le public. C'est ça la mission des ordres. Ainsi, les ordres ont dit, dans le réseau de la santé, pour protéger le public, moi je vais suspendre le permis de pratique. Ce qui voudrait dire que quelqu'un qui gagne sa vie comme infirmière, ça ne se fait pas vacciner, risque de perdre son permis de pratique, ne pourra plus être infirmière. Ni de plan A, ni de plan B, ni de plan C, à moins de travailler dans autre chose que sa profession. Je veux ici allumer une lumière orange, grosse de même. Tout cela, c'est très bon. Ça met de la pression accrue sur le personnel professionnel pour dire, là, non seulement tu vas être sans solde, mais tu ne pourras plus travailler dans ta profession. C'est un élément de plus important. Mais la lumière orange, c'est que attention à l'Outaouais. Et toujours en ligne avec la motion sur la spécificité de l'Outaouais, l'enjeu ici, c'est que si je dis à une infirmière, je vais suspendre ton permis de pratique, c'est géré par les provinces, ça, les permis de pratique, puis les ordres professionnels, c'est provincial. Or, ça veut dire que si on dit à une infirmière, tu ne pourras plus pratiquer au Québec, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Fait que là, il ne faut pas, par cette mesure-là, les pousser vers l'Ontario. Là. Pour que la fille ou le gars disent, là, j'ai plus le choix, j'ai plus de job au 6, j'ai plus de permis de pratique en Ottawa, j'ai rien à perdre, je vais aller me trouver un job comme infirmière, je vais être reconnu, je vais faire un test, je vais faire une équivalence, je vais avoir mon permis de pratique en Ontario parce qu'il ne m'exige pas de vaccin, puis je vais essayer d'aller travailler l'autre bord. J'espère qu'on tient compte de ça. J'espère que Mathieu Lacombe a allumé quand on voit les ordres professionnels avancer dans cette direction-là. Mais toujours dans cette veine-là, l'autre sujet, j'aimerais ça qu'on ait un débat éclairé sur la question de l'attractibilité, l'attraction possible, je pense que c'est pas un mot, là, de l'Ontario chez nos infirmières. Parce que plus j'y pense, premièrement, j'aimerais savoir des chiffres. Il y a combien d'infirmières qui ont quitté le réseau du Québec pour aller travailler en Ontario au cours des 5 dernières années, en nombre puis en pourcentage. Parce que même peut-être que c'est vrai qu'il y a un meilleur salaire, mais il y a plein d'autres contraintes, notamment sur la question des diplômes obligatoires de l'autre côté. La majorité, c'est des bachelières que ça prend pour aller en hôpital. Donc, ici, ce n'est pas toutes des bachelières. Ça veut dire qu'il y a des équivalences. Tu peux peut-être avoir une équivalence. Mais pour avoir une équivalence, ça prend des années d'expérience. Ça veut dire que les professionnels, infirmières, qui seraient assujettis, donc possibles à aller de l'autre côté, c'est ou bien parce qu'ils sont bachelières, ou non, mais avec de l'expérience, ça veut dire plus anciennes. Et là, vient en ligne de compte, OK, mais là, les plus anciennes, ici, là, ils ont pas mal de choix dans leur corps de travail, ils ont pas mal de choix dans leurs vacances, ils sont pas mal anciennes dans la seniorité, l'ancienneté. Ils vont tout perdre ça pour s'en aller de l'autre côté, vont perdre leur choix de vacances, vont perdre leur ancienneté pour toutes sortes de motifs, des conditions de travail, vont probablement perdre un poste à temps complet de jour pour arriver sur une rotation, soit en nuit,
jour, puis fin de semaine, puis etc. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'aspects qu'il faut regarder, outre que la question salariale. Non seulement cela, il y a aussi la question de la langue. On est en train de dire probablement à ces infirmières, bien, vous allez être obligés aussi de travailler en anglais, peut-être une fois sur deux, peut-être pas comme ça que ça se passe au Québec. Puis vous allez traverser un pont pour aller travailler. C'est un aspect, pas majeur, mais c'est un aspect. Alors, je veux bien, moi, que tout le débat tourne autour de « Oh mon Dieu, l'attrait d'Ottawa pour nos infirmières ». Mais moi, je trouve que c'est un débat qui n'est pas assez étoffé. J'aimerais ça faire le débat, mais combien d'infirmières ont quitté? Puis c'est quoi la différence? Notamment sur la question de la scolarisation, le type de poste de quart de travail, l'ancienneté, l'impact sur les vacances, etc., etc., etc. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ce débat-là si on veut parler intelligemment, puis on arrive avec la solution miracle. Ah, c'est des primes. Je pense que, évidemment, les infirmières disent c'est des primes, parce qu'ils veulent plus de cash. Je comprends ça, là, parce qu'ils se comparent avec l'Ontario, mais ils oublient de comparer tout avec l'Ontario. Ils disent, oui, mais tu veux le même salaire, mais tu n'as pas la même scolarité. Oui, mais tu veux le même salaire, mais tu ne travailles pas de nuit. Les autres, ils travaillent de nuit. Oui, mais tu veux le même salaire, mais Alors, j'aimerais ça qu'on compare ça comme il faut. Toujours sous ce thème-là, mauvaise semaine pour Christian Dubé aussi, parce que avec les permissions qu'il donne, encore une fois, je vous l'expliquais, le Centre Bell est avantagé. Le Canadien de Montréal, par la bande, est avantagé. Et là, Enrique est venu rendre la vie compliquée au ministre. Je pense que c'était Ricky Martin également. Tout le monde était debout, tout le monde dansait collé-collé. Évidemment, la COVID, si tu as une bière dans les mains, la COVID est moins dangereuse que si tu n'as pas de bière dans les mains. Parce que pas de bière, il faut que tu aies un masque, une bière dans les mains, pas de problème, c'est fou attaché. Fait que là, il y avait 15 000 personnes qui se déhanchaient au Centre Bell, le ministre a été pogné avec ça, et là, tout à coup, on vient d'annoncer un assouplissement pour le restaurant, les bars, pour les heures, pour le nombre de personnes, etc. On garde encore des contraintes pour le karaoké, je pense, puis la danse. Mais encore là, pour vous montrer des incohérences. Puis les incohérences viennent affecter l'acceptabilité sociale de toutes ces mesures-là. Ça fait bien des fois que je vous parle de cela. Pour rajouter, les États-Unis viennent, comme autre sujet, d'annoncer qu'on va ouvrir les frontières terrestres. En même temps qu'on parle de cela, ils ont dit, bien, finalement, après beaucoup de tergiversations, on va accepter les doubles vaccinés d'AstraZeneca. C'est comme avec une note en bas de page, puis par dépit. Sauf que, il y a encore un gros point d'interrogation pour les gens qui ont un double vaccin. Moderna, AstraZeneca, par exemple. Et ça, c'est pas sûr encore qu'on va être capable d'aller aux États-Unis si c'est ça qu'on a dans le bras. Ça me ramène à Horacio Arruda quand il nous disait « c'est tout pareil ». C'est pas vrai. Il y a des conséquences. C'est peut-être tout pareil médicalement parlant, mais c'est drôle, pas de l'air que les États-Unis acceptent ça médicalement parlant, fait qu'il y a des conséquences sur notre mobilité. Encore une fois, Horacio nous a pas dit toute la vérité, ou il a inventé une vérité qui est la sienne. Ça aide pas à l'acceptabilité sociale. On apprend que, pour ajouter à tout cela, le syndicat ici en Outaouais, des infirmières notamment, souhaite ou demande à leurs membres de refuser le temps supplémentaire obligatoire en fin de semaine. J'ai juste une question. On fait quoi avec les patients? Moi, ce que je comprends du temps supplémentaire obligatoire, là, il y en a deux types. Malheureusement, il y en a du temps qui est planifié. Parce que j'ai des lits, puis j'ai pas de monde. Fait que dans l'horaire, je te dis, ben, tu feras un double chiffre, fait que je t'oblige à faire ça. Ça n'a pas de bon sens, ça. Mais on est confronté à ça. Il n'y a pas de monde, puis on a des patients. Il y a deuxième type de temps supplémentaire obligatoire. Tu rentres travailler, puis la personne qui te remplace à 4 heures cale malade le matin, puis il n'y a pas personne pour te remplacer. Bien, ça aussi, je veux quelqu'un dans le lit. C'est difficile à planifier, ça, là, à quelques heures de vie, quand quelqu'un ne rentre pas. Alors moi, j'ai juste une question. C'est bien beau, là. Puis ça n'a pas de bon sens, le temps supplémentaire obligatoire. Je suis d'accord avec ça, ça n'a pas de bon sens. Je voudrais pas, moi, jour après jour, me faire dire, ben, finalement, tu rentres pas souper, finalement, défais tes plans, puis arrange-toi avec les petits. Ça n'a pas de bon sens. Très bien. Fait quoi avec les patients?
Fait que je veux juste qu'on réponde à ça, là. On fait quoi avec les patients? On veut moins de secteur privé, d'agence privée. On veut moins de patients par infirmière. On veut moins de surcharge de travail. Les pauvres infirmières et infirmiers qui restent au travail, puis les autres sont partis, ils vont doubler leur nombre de patients. Ça met la vie en danger de tout le monde, ça n'a pas de bon sens. Fait que quand un syndicat dit ça, je pense qu'il faudrait qu'il réponde à la question suivante. On fait quoi vendredi à 16 h avec le patient? Les patients. Des fois, on oublie ça. Je veux vous parler aussi de quelques sujets de plus. Conseil des ministres de Justin Trudeau. M. Trudeau, probablement, va annoncer son Conseil des ministres dans une dizaine de jours. Et on sait que M. Trudeau a un Conseil des ministres paritaire. Par contre, suite à l'élection, suite à ou une défaite ou un départ volontaire, il y a 4 ministres femmes qui ont quitté ou qui ne seront pas de retour. On sait que M. Trudeau n'aime pas beaucoup les démotions. Alors, je vais vous parler de 2 aspects par rapport à cela. Tout d'abord, je vais commencer par parler d'un poste très, très, très sensible. Et moi, je vais regarder particulièrement ce poste-là dans la composition de son Conseil des ministres, et c'est le poste de ministre de la Défense. La Défense est confrontée à des enjeux majeurs d'inconduite sexuelle, de cover-up, de problèmes systémiques dans l'organisation, de problèmes aussi au niveau du fait français, de la relève féminine, de la crédibilité. On a des forces canadiennes qui sont malmenées présentement. Et moi, je pense que M. Trudeau risque de frapper un grand coup en nommant, puis je m'avance là, mais je pense que ça pourrait être tout un coup, en nommant Mélanie Joly à la Défense. Je m'explique. C'est une femme, donc une sensibilité peut-être plus grande sur la question des inconduites sexuelles, défendresse du fait français, des langues officielles, ça donnerait tout un coup à la Défense. Et surtout, c'est aussi en reconnaissance du travail effectué pendant la campagne électorale comme co-responsable de la campagne. Surtout, elle avait le Québec, puis elle faisait face, avec un vent de face, à François Legault, le politicien le plus populaire au Canada, qui a dit voter contre les libéraux. Puis elle a livré la marchandise. Fait que je pense que M. Trudeau, il doit quelque chose. Et peut-être qu'elle ne verra pas ça comme un beau cadeau. La Défense, c'est toute une job. Mais moi, je pense qu'il va y avoir tout un coup de barre à la Défense nationale. Premier aspect. Deuxième aspect. Vous avez vu que, notamment Mme Bellil, mais d'autres souhaitent qu'on puisse nommer un ministre responsable de l'Outaouais. Moi, je pense que cette demande-là risque de nous nuire plus que d'autres choses. Ça serait un précédent. Ça serait dans le principe de, ouais, mais moi aussi, là, la grande région de Montréal, la grande région de Toronto, la région frontalière de Niagara Falls, l'Atlantique, je veux dire, toutes les régions sont capables de trouver une particularité, je pense à Vancouver notamment, et s'ils décidaient de nommer un responsable de la région de l'Outaouais, au-delà donc d'un ministre responsable du Québec, bien, ça ouvre la porte à ce genre de demande-là partout. Si tu le fais pour un, il faut que tu trouves des bonnes raisons pour ne pas le faire ailleurs. Si tu le fais pour l'Outaouais, il faut presque que tu le fasses pour Ottawa. C'est la même complémentarité. Donc là, si tu le fais pour Ottawa, tu ne le feras pas pour Toronto. Ah, là, c'est compliqué. Ce faisant, peut-être qu'il y aura des hésitations à nommer un ministre provenant de l'Outaouais. Si jamais il y en a, mais il y a 2 personnes qui me viennent en tête. Premièrement, celui qui le mérite le plus, c'est Steve McKinnon. Parce que, 1, il est capable de faire ça. Puis 2, il a été très bon soldat. Il a défendu des dossiers très difficiles, notamment Phoenix. Défendu en disant, c'est-à-dire que je vais m'en occuper, mais il est allé au bâton pour expliquer, puis manger les coups. C'est un bon soldat, Steve McKinnon, puis il pourrait être un très bon ministre. Mais, avec les Pandora Papers, la question des paradis fiscaux, la question des GAFA, le Pontiac vient d'élire une comptable, une CPA, spécialiste en fiscalité, notamment des géants du web.
pourrait y avoir une tendance à dire, j'ai besoin de cette compétence-là. Cependant, pour régler ces problèmes-là, ce n'est pas au ministère du Revenu qu'on place cette personne-là, c'est au ministère des Finances. La stratégie, c'est aux finances. Le bras agissant, c'est aux revenus. Alors, si on veut la tête et la stratégie de Sophie Châtel dans le Pontiac, en théorie, il faut que tu la nommes aux finances, ça n'arrivera pas. Premièrement, elle n'est pas capable. Deuxièmement, pas l'expérience politique. Troisièmement, Mme Freeland a été reconfirmée, ça n'arrivera pas. Elle pourrait par contre être nommée secrétaire parlementaire de la ministre des Finances, responsable de ces dossiers-là. Alors, on verra bien. C'est sûr qu'on a un œil sur l'Outaouais, mais moi, je trouve que la pression pour nommer un ministre responsable de l'Outaouais, contrairement à comment ça se passe au Québec, ça peut peut-être même nous nuire. Parce qu'il va y avoir le principe de moi aussi ailleurs au Canada. En terminant, je veux vous parler de France Bellil, sa proposition fiscale d'augmenter les impôts, les taxes municipales pour la première année de 1,9 %, puis ensuite, c'était l'inflation capée à 2,4 %. Je veux m'arrêter sur le 1,9 %. J'ai dit dans un podcast hier qu'elle avait eu toute la misère du monde à expliquer comment elle va faire pour financer des infrastructures, parce qu'on va lui manquer, ça va lui manquer le 1 % de taxation des infrastructures qui est proposé par Mme Bissonnette. Premièrement, moi je pense que c'est une augmentation raisonnable pour donner un répit aux citoyens. Il était temps qu'on ait quelqu'un. C'est facile de taxer, c'est facile. Gérer plus d'argent, c'est facile. Plus facile que gérer moins d'argent. Parce que gérer moins d'argent veut dire faire des choix. Puis ça, c'est difficile en politique. Et je suis convaincu que même si on évite ce pourcentage-là, donc on le laisse à 1,9, on est capable à Gatineau de compenser ce manque de revenus-là provenant de la richesse foncière, de le compenser par d'autres sources de revenus, et je trouve qu'elle manque une occasion de les expliquer, puis je vais m'aventurer. Alors, premièrement, la première chose qu'il faut faire, puis ça, elle le dit par exemple, il faut avoir une gestion plus serrée des finances publiques. Il faut avoir un regard d'efficience, un test d'efficience sur l'ensemble de nos dépenses. C'est pas vrai que dans notre administration, on peut que grossir, puis qu'il n'y a aucun endroit pour commencer à y réfléchir en disant non, ça c'est un secteur qui mérite un dégraissage. Moi, je pense que ça existe. Il y a probablement des duplications, il y a des mises en commun, il y a de l'économie possible. 2, elle le dit aussi, il y a des subventions qui restent sur la table. On ne peut pas se permettre ça. 3, moi je pense qu'on devrait, bien que ce n'est pas des gros montants, mais c'est un principe, augmenter les tarifs pour utilisateurs-payeurs. Notamment sur la question des camps de jour, qui font une concurrence déloyale avec les camps de jour privés. Puis c'est pas dans la mission fondamentale d'une ville, s'occuper de la garde d'enfants. Ça, c'est un exemple. Des tarifs dérisoires sur la question des bibliothèques, etc., etc. Je pense que l'utilisateur-payeur devrait être un principe sacro-saint, puis ces gens-là devraient payer une juste part. Quatrièmement, on a des droits de mutation majeurs à cause de la valeur des transactions puis le nombre de transactions. Il y en a eu de plus en plus, il y en a eu beaucoup. Ça représente des dizaines de millions de dollars qui viennent compenser très rapidement, comme ça, le 1 % d'augmentation de taxes de Maud Marquis-Bissonnette, simplement en utilisant davantage, à bon escient, les droits de mutation. Cinquièmement, il faut profiter également puis promouvoir les nouvelles unités d'évaluation. Des nouvelles unités d'évaluation amènent de nouveaux revenus, c'est-à-dire une nouvelle maison, ça amène des nouvelles taxes, en plus des droits de mutation, mais des taxes récurrentes. Et ça, on dirait que on fait l'économie du débat là-dedans, puis on dirait non, c'est pas là, c'est pas. Au contraire, il y a une progression du nombre de constructions, du nombre d'habitations à Gatineau, mais on devrait dire, écoute, là, il y a de l'argent là. C'est pas juste pour envoyer ça dans des coussins, là. Il y a de l'argent là. On est-tu capable de donner un break aux citoyens, considérant qu'il y a plus de construction, il y a plus de droits de mutation? C'est le 5e point. 6e point, elle en a parlé. Il y a plein de montants qui ont été payés par les contribuables dans les années passées. Payés. La Ville a pris cet argent-là, puis elle a mis ça dans un compte de banque. Puis ça dort là,
parce qu'ils sont étiquetés, tagués des projets comme, par exemple, marché public à la fonderie. Bien, le 5, 2, 3, 5, 6, 7 millions d'or là, ne sert pas aux routes, aux trottoirs, à rien, parce qu'on a dit, un jour, on va faire ça. Bien, c'est la bonne façon. On a des besoins criants maintenant, puis j'ai mis comme un écureuil de l'argent de côté pour peut-être un jour faire ce projet-là. Ça me semble que c'est un petit peu à l'envers. Les gens ont déjà payé ça, là. Pourquoi immobiliser de l'argent sur un projet qui n'est pas dans les cartons? Et finalement, le 7e aspect, c'est l'utilisation de la dette. Meilleure utilisation de la dette, qu'on est capable d'utiliser, donc la capacité d'emprunt de la ville, pour utiliser ça comme effet de levier, pour être capable de faire plus avec moins d'argent en cash. Pourquoi? Deux choses. Premièrement, c'est inouï. Ça fait plusieurs années que je dis ça. On payait nos infrastructures comptant entre 50 et 60 % chaque année. Bien, ça, c'est taxé tout de suite, au plein montant, les contribuables, pour une infrastructure qui va durer 20, 25, 30, 40 ans. Il n'y a pas d'appariement entre la contribution et l'utilisation. C'est plus juste de dire, bien, tout le monde va payer. Ceux qui vont l'utiliser vont payer pour cette infrastructure-là. On ne taxera pas tout d'un coup, juste les contribuables aujourd'hui pour quelque chose qui va durer 50 ans. Et le niveau de la dette de Gatineau le permet. Maintenant, qu'est-ce que c'est une dette municipale? Contrairement à Québec et à Ottawa, la dette municipale, ce n'est pas une dette d'opération, ce n'est pas une dette carte de crédit Visa. À Québec, on fait des déficits. Fait que pour l'opération du gouvernement, on envoie ça sur la dette. À Ottawa, c'est ce qu'on fait. À Québec, c'est ce qu'on a fait. On envoie deux choses sur la dette. À Québec et à Ottawa. Des infrastructures puis du courant. Dans une ville, c'est pas possible, ça. Dans une ville, on envoie juste des infrastructures à la dette. Maintenant, quel est un niveau de dette acceptable? Je vais vous faire un parallèle. C'est pas comme une hypothèque. Tu ne prends pas ton hypothèque, payer l'épicerie. Même chose dans une ville. Si je vous dis, j'ai une hypothèque de 100 000 $ et je vous pose la question, est-ce que c'est beaucoup? Bien, votre réponse devrait être, bien, ça dépend. Ça dépend de la valeur de l'actif. Si tu as une dette hypothécaire de 100 000 puis la maison vaut 102 000, c'est beaucoup. Si tu as une dette hypothécaire de 100 000 puis la maison vaut 1 million, c'est pas beaucoup. Fait que la valeur de la dette, si tu majeure, si tu pas majeure, si c'est important, ça se fait en relation à quelque chose. Une hypothèque, c'est en relation à quoi? Avec ta maison. Dans une ville, c'est en relation avec la capacité financière. C'est en relation avec le budget. Au fédéral, on appelle ça en fonction du PIB. Dans une ville, là, il y a des ratios qu'on utilise et la ville de Gatineau est en très, très, très bonne posture en termes de ratio d'endettement. Il y a de la place là pour mieux apparier les dépenses et les dépenses puis l'utilisation de l'actif. On est capable donc de diminuer le fardeau fiscal directement imputé dans la première année, 100% du nouveau tronçon Saint-Joseph qui coûte 60 millions, au lieu que les Gatinois payent 60 millions cash. On est capable de dire, oui, mais il va être là pour 40 ans, le tronçon. On est capable d'étaler ça un petit peu. Oui, il y a un service de la dette. Oui, il y a un peu d'intérêt à payer dessus. Mais ça nous en permet de faire plus en utilisant l'effet de levier de la dette. C'est pas imbécile de faire ça. Toutes les villes le font. Et ce n'est pas de la saine gestion que d'avoir zéro dette dans une ville. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a plein d'aspects cette semaine, beaucoup d'aspects. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir été là. N'oubliez pas, Roch Saint-Jacques, courtier immobilier, est là pour vous servir, surtout dans ces temps-ci, là, avec une surchauffe de l'immobilier. Il faut être prudent plus que jamais pour acheter au bon prix et vendre au bon prix. Vous avez besoin d'un expert, Roch Saint-Jacques de Remax. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. Puis je vous retrouve lundi pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. OK? Merci beaucoup. Salut tout le monde.